Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Et d'abord, la traque des chefs d'Al-Qaïda. Le numéro 2 de l'organisation, Ayman El-Zawahiri, serait cerné. C'est ce qu'annoncent des responsables pakistanais. Depuis plusieurs jours, les troupes pakistanaises avaient intensifié leurs opérations de recherche contre Ben Laden et ses proches dans la zone frontalière avec l'Afghanistan. Une nouvelle vague d'arrestations à Madrid, 4 autres suspects interpellés. Une semaine jour pour jour après les attentats, les Madrilènes sont rassemblés à nouveau à la gare d'Atocha. Le roi Juan Carlos a visité les hôpitaux. Les régionales, dernière ligne droite, 2 Français sur 3 d'après les sondages montrent un faible intérêt pour ces élections. Les appels se multiplient pour inciter au vote. 9 ans de prison requis contre Bertrand Cantat à Vilnius. Le procureur prend acte des regrets exprimés, mais il estime que le chanteur était conscient de la gravité de ses actes. Bertrand Cantat qui s'exprimera lundi prochain. La réconciliation est-elle impossible au Kosovo? Le climat d'affrontement s'installe en tout cas entre Albanais et Serbes. On compte 22 morts. L'OTAN envoie des renforts. Enfin, l'ouverture du salon du livre, inauguré tout à l'heure par Jacques Chirac. Les biographies et les témoignages ont le vent en poupe, les romans un peu moins, et les hypermarchés supplantent de plus en plus les librairies. L'information a été donnée il y a une demi-heure et dans le contexte actuel, elle prend bien sûr toute son importance. Des responsables pakistanais annoncent que le numéro 2 d'Al-Qaïda, Ayman El-Zawahiri, considéré comme le bras droit de Ben Laden, est encerclé par des soldats pakistanais. Le président Musharraf lui-même, interrogé ce soir, indique qu'une cible de grande importance est cernée par son armée. Claude Sampère. Ayman Al-Zawahiri est le numéro 2 d'Al-Qaïda, un des hommes les plus proches d'Oussama Ben Laden. Selon des responsables pakistanais, il serait à l'heure actuelle encerclé par l'armée pakistanaise dans une zone tribale, le Waziristan, proche de l'Afghanistan. C'est CNN qui a annoncé la nouvelle il y a moins d'une demi-heure dans un flash spécial. À ce moment-là, le journaliste explique que le numéro 1 pakistanais, le président Musharraf, parle d'un représentant d'Al-Qaïda de très haut niveau encerclé, mais il refuse de préciser s'il s'agit de Ben Laden ou de son numéro 2. Selon les toutes dernières informations, il s'agirait d'Al-Zawahiri, mais les combats sont toujours en cours et l'information est à prendre avec prudence. En tout cas, cela fait plus de 2 semaines que l'armée pakistanaise a lancé dans cette zone une grande opération militaire contre les combattants d'Al-Qaïda. Une opération qui a déjà fait un nombre important de victimes. Le gouvernement pakistanais vient de demander aux civils de quitter la zone. Visiblement, cette fois-ci, le président pakistanais qui vient d'intervenir sur CNN est bien décidé à ne pas laisser s'enfuir le haut responsable d'Al-Qaïda encerclé. Selon ses propos, la grande résistance à l'heure actuelle dans la zone prouve qu'il y a bien dans le secteur une cible de très haut niveau. Ayman El-Zawahiri, je vous le disais, est considéré comme le bras droit d'Oussama Ben Laden et comme l'idéologue de l'organisation. Il est de nationalité égyptienne. Son portrait signé Thierry Tuillier. Ce jour-là, nous sommes en 1998, il devient pour le FBI l'ennemi public, égal de son compagnon d'armes, Oussama Ben Laden. Son nom, Ayman Al-Zawahiri. Sa nationalité égyptienne, sa tête est mise à prix par Washington pour 5 millions de dollars. Les Américains voient sa main derrière les attentats contre les ambassades américaines de Nairobi, de Dar es Salaam. Il y avait eu plus de 200 morts. Quelques semaines auparavant, il avait écrit ce texte, une fatwa contre les juifs et les croisés, co-signé avec Oussama Ben Laden. Pour chaque musulman, était-il écrit, c'est un devoir de tuer des Américains et leurs alliés, civils et militaires. Nous sommes début 98. Les Américains le découvrent, mais cet homme, qui est le médecin personnel d'Oussama Ben Laden, n'est pas un inconnu. Il est le chef du djihad islamique égyptien. Déjà, en 1981, ce sont ses partisans qui assassinent Anwar el-Sadat, le président. Nous avons retrouvé le film de son procès au Caire. C'est lui qui prend la parole au nom de ses frères. We are not sorry about we have offered for our religion and we have sacrificed and we are still ready for more sacrifices till the victory of Islam. L'homme ne sera pas jugé coupable. Il fuit pourtant très vite l'Égypte. C'est en Afghanistan qu'il poursuit sa guerre en appelant toujours au sacrifice. Voilà, nous retrouverons Alain Chalvron dans un instant à Washington. D'abord un mot avec vous, Thierry, car Ayman El-Zawahiri s'était signalé en adressant un message à la France récemment. Oui, il y a quelques semaines, 24 février exactement, message sonore envoyé aux chaînes arabes, Al Jazeera, Al Arabia, message qui désignait la France comme ennemie de l'islam, ennemie des populations musulmanes à cause de la loi sur le voile. Al-Zawahiri qui désignait ainsi la France comme
cible potentielle d'attentats fomentés par Al-Qaïda. Alain Chalvron est en direct avec nous de Washington. Alain, avez-vous de nouvelles informations et est-ce que ces informations sont commentées déjà officiellement à Washington ? Non, il n'y a toujours rien d'officiel, c'est toujours donné au conditionnel par les médias américains. Simplement, il n'y a pas seulement CNN qui donne cette information, ce sont maintenant toutes les chaînes d'information. Mais donc la seule chose sûre, si vous voulez, c'est cette déclaration du président Musharraf. Il affirme donc que les troupes pakistanaises sont en train d'encercler un haut responsable d'Al-Qaïda. Alors, est-ce que ce haut responsable est vraiment pris au piège? Est-ce qu'il a encore une possibilité de s'échapper? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas non plus avec certitude si c'est bien Al-Zawahiri. En tout cas, ça serait un beau cadeau fait par le Pakistan à Colin Powell, qui est en ce moment même à Islamabad, et au-delà de Colin Powell, au président Bush, vous savez, en campagne électorale, après Madrid, alors qu'on s'apprête à fêter le premier anniversaire de la guerre en Irak, le président Bush est précisément attaqué en ce moment sur le thème, mais plutôt que d'aller chercher Saddam Hussein, vous auriez mieux fait de vous attaquer sérieusement à Al-Qaïda. Évidemment, si Al-Zawahiri devait être pris, ça serait un bon argument pour lui. Mais je vous le rappelle, donc pour le moment, tout est au conditionnel, pas de confirmation officielle à Washington. Merci Alain, et nous y revenons bien sûr dans le cours de ce journal en cas de nouvelles informations. Cette annonce intervient une semaine jour pour jour après les attentats de Madrid. Dans un instant, on va voir que l'enquête a franchi un nouveau pas. D'abord, l'émotion, toujours très vive 7 jours après. C'était encore une journée très particulière aujourd'hui à la gare d'Atocha ou autour du roi Juan Carlos. Sur place, Jacques Cardoz, Madi Diawara. Ce qui frappe en arrivant, c'est ce silence presque continu. Autour de la gare d'Atocha, l'émotion gagne les Madrilènes un à un. Autour des bougies, nul ne peut retenir sa douleur. Certains l'expriment. Il n'y a pas de mots pour dire la douleur, la rage, l'impuissance. C'est comme si la démocratie donnait l'impression qu'elle n'a plus les moyens d'éviter ce genre d'événements. Certains le disent, d'autres l'écrivent. Madrid pleure, la mort ne nous fera pas taire. Marocain oui, Al-Qaïda non, et les photos des disparus. Je voulais être là à côté de ceux qui sont partis. D'une certaine façon, c'est comme si nous aussi étions morts, comme si une partie du monde était partie. À l'intérieur de la gare, le quai brûle de messages. Certains Espagnols ont eux-mêmes été victimes d'attentats plus anciens. C'est le cas de cette femme qui lance un message aux terroristes. Il va falloir trouver une solution. Il faut arrêter tout ça. Il faut trouver une solution. Pour les Espagnols, il ne pouvait y avoir d'image plus forte, celle de Juan Carlos et de la reine Sofia, venus rendre hommage aux victimes dans l'un des hôpitaux de la ville. Juan Carlos, lui-même menacé à plusieurs reprises par l'ETA, a toujours lutté contre le terrorisme. Il est aussi le symbole de l'unité du pays. Une semaine après les attentats, Madrid ne veut pas oublier. Les manifestations de soutien aux victimes se multiplient spontanément et en différents points de la ville. L'attentat a fait officiellement un 202e mort. Il s'agit d'une Péruvienne âgée de 22 ans. Une vingtaine de personnes sont toujours hospitalisées dans un état critique. Hier, les autorités, vous vous en souvenez, indiquaient que l'enquête était entrée dans une phase décisive. Eh bien, en voici peut-être la confirmation. 4 nouveaux suspects ont été arrêtés. Cette fois, on ne connaît ni leur identité, ni leur nationalité. Ce sont maintenant 9 personnes qui sont donc détenues par la police espagnole. Envoyés spéciaux Jérôme Bonny, Yann Moine. Nouveau rebondissement dans l'enquête sur les attentats du 11 mars. Dans le quartier de Lavapiés, les scellés sont apposés sur le magasin d'un grossiste en vêtements. Le propriétaire de ce magasin est Saïd Chedadi, activiste présumé d'Al-Qaïda, emprisonné depuis novembre 2001, tout comme son chef, Abu Darda. À 6 h ce matin, une magistrate arrive pour une perquisition. Les cadenas du rideau de fer n'arrêtent pas les policiers. Tapage nocturne dont aucun voisin n'osera se plaindre. Sur place, un suspect, la tête couverte d'un blouson. Sans doute le gérant de la boutique. Il serait l'un des 5 islamistes arrêtés ces dernières 24 heures dans la banlieue de Madrid et au nord de l'Espagne. D'après les voisins, l'homme est un vieil ami de Jamal Zougan, arrêté samedi dernier, dont le magasin de téléphone portable est à 300 mètres de là. Zougan et 4 autres prévenus sont entendus ce soir par le juge d'instruction qui va statuer sur leur maintien ou non en détention. Il y a donc maintenant 10 suspects arrêtés après les attentats du 11 mars. La police espagnole semble bien faire son travail, mais paradoxalement, son chef, le ministre de l'Intérieur, n'en a plus que pour 1 mois, puisque le gouvernement Aznar a été sanctionné par les Espagnols
lors des élections de dimanche dernier. Qui sont ces hommes? Quel est leur profil? Comment en sont-ils arrivés là? Voici un témoignage très rare recueilli à Tanger au Maroc. Celui que vous allez entendre n'a rien à se reprocher, mais 3 de ses frères ont été enrôlés dans le djihad. L'un d'entre eux est un proche de Jamal Zougam. Reportage Jérôme Soulard, Vincent Ferreira. C'est à 2 pas de la grande mosquée que nous avons rendez-vous dans l'appartement de la famille Ben Yaïch. Le jeune homme qui nous reçoit est habillé à l'européenne, très chic et sans barbe. Nous l'appellerons Yassine. Il est l'un des 8 enfants d'une famille aisée et cultivée. Pour préserver son travail, une entreprise d'import-export avec la France, il gardera l'anonymat. Car depuis quelques mois, les problèmes de ses frères ont détruit la vie de la famille. Abdallah, mort en 2001 en Afghanistan sous les bombes américaines. Salaheddin, 27 ans. Abdelaziz, 37 ans, impliqué dans les attentats de Casablanca et peut-être de Madrid. J'ai jamais cru qu'elle allait avoir certains problèmes avec les Européens. On laisse les investigateurs espagnols ou marocains font leur travail, Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? mais nous, tant que frères et tant que famille, on n'a aucun doute qu'elle n'a rien à voir avec le terrorisme. Les Ben Yaïch sont de culture musulmane traditionnelle. Parti pour l'Espagne en 90, le plus jeune frère s'est pourtant perdu dans la délinquance avant d'être récupéré par des fondamentalistes et de partir mourir en Afghanistan. Peut-être elles étaient influencées. Moi, je ne peux pas vous dire que mes frères n'étaient pas influencés ou influencés, mais ils n'étaient pas élevés pour ça, pour le terrorisme. Je m'excuse, je vais couper. Pendant notre entretien, le téléphone de Yassine sonne à 2 reprises. Sur les dents depuis les attentats, la police marocaine surveille et lui demande des explications sur notre interview. Yassine s'exécute, puis revient vers nous pour conclure. Pourquoi faire des bombes dans des trains, des innocents, des enfants? Non, on voit pas ça. Ça, c'est pas de l'islam. C'est même pas de la logique. Il y aura une justice. Une vraie justice. Là, c'est tout. Les gens qui sont impliqués, ils sont impliqués. S'ils ne sont pas impliqués, ils doivent reprendre leur liberté. Depuis quelques mois, les 2 frères Ben Yaïch sont régulièrement cités par des procédures internationales de juges antiterroristes. Sont-ils de simples sympathisants ou des sergents recruteurs de l'islam? C'est ce que la justice devra déterminer. Et on apprend par ailleurs que le gouvernement espagnol sortant a décidé de lever le secret sur les rapports des services de renseignement concernant ces attentats, et ce, afin de faire taire, dit-il, les accusations de manipulation. Et puis le quotidien arabe Al-Quds, déjà utilisé pour revendiquer les attentats de Madrid, a reçu un nouveau communiqué attribué à Al-Qaïda, un communiqué qui profère des menaces, mais annonce une trêve en Espagne. Agnès Varamian avec Laurent Boussier à Londres. La menace s'adresse, je cite, aux valets de l'Amérique. Le texte demande à 7 pays de tirer la leçon du dernier attentat, car les brigades de la mort, est-il écrit, sont à leur porte. Citez d'abord le Japon, l'Italie, la Grande-Bretagne. Ces 3 nations ont envoyé des troupes en Irak. Qui vous protégera désormais des voitures, des trains, des avions de la mort, tense la plume inconnue. Un avertissement sans détour aux membres de la coalition. Le terrorisme international a comme objectif l'humiliation de l'Europe, l'humiliation de l'Occident. Il faut avoir une réponse de tous les pays européens, il faut avoir une réponse de l'Europe. Les mauvais et les bons élèves. Le communiqué distribue des bons points à l'Espagne, où les auteurs affirment que toute opération est suspendue en attendant que Rodríguez Zapatero retire ses troupes d'Irak. Citez ensuite l'Australie, déjà touchée par un attentat à Bali et membre de la coalition. Et puis, les auteurs promettent le pire à 2 pays islamiques. L'Arabie Saoudite et le Pakistan, dont le président Pervez Musharraf collabore avec les Américains dans la lutte contre le terrorisme. Mais c'est à George Bush que les inconnus réservent leurs commentaires les plus politiques. Nous ne souhaitons pas ta défaite aux élections, écrivent-ils, car nous ne trouverons personne d'autre plus stupide que toi. Le texte n'a pas été authentifié, mais il est pris au sérieux par les experts.
Et sur ce sujet, rendez-vous avec envoyé spécial ce soir, 11 septembre, 11 mars. Retour sur les attentats de New York et ceux de Madrid, envoyé spécial à partir de 21h ce soir avec Guylaine Chenu et Françoise Joly. En ce qui concerne plus spécifiquement la France, l'examen de la lettre de menace adressée au gouvernement est toujours en cours. La référence à Charles Martel contenue dans ce courrier peut faire penser à certains groupuscules, a déclaré aujourd'hui le ministre de l'Intérieur. Il est trop tôt pour le confirmer. Interrogé sur une éventuelle manipulation émanant de l'extrême droite, Nicolas Sarkozy indique « Je ne confirme ni n'infirme, nous sommes en train de travailler ». Le ministre de l'Intérieur qui s'exprimait à l'issue d'une réunion à Matignon sur ces menaces, en présence des responsables des groupes parlementaires, de la majorité et de l'opposition. Il a été question bien sûr de la communication et du début de polémique que nous évoquions hier, une polémique qui semble close ce soir. Le Premier ministre a indiqué que ces réunions auraient lieu désormais tous les mois. Ce climat particulier va-t-il peser sur le scrutin de dimanche? Un constat en tout cas, rarement une élection n'aura suscité un aussi faible intérêt. Dernier sondage, le voici, c'est une enquête de Louis Harris pour AOL et Libération. 65% des Français se disent peu ou pas intéressés par les régionales. On craint donc une forte abstention. Les associations notamment se mobilisent. Mathias Hillion, Didier Dahan. Est-ce que vous allez voter aux prochaines élections cantonales et régionales? À essayer, vous vous rendez compte, 46% des Français ne votent pas, madame. Alors si vous restez en disant je vais essayer... Saïd Zamoum a déclaré la guerre à l'abstention. Le slogan de son association rappelle un autre, ne pas voter nuit gravement à la démocratie. Est-ce que vous votez? Faut que j'aille chercher ma carte d'électeur. Vous n'êtes pas inscrit sur les électorales? Pourquoi? Parce que j'ai laissé passer la date. Il sermonne les abstentionnistes 46% des Français ne votent pas. Et espère leur faire changer d'avis. Si j'ai réussi à convaincre sur 10 personnes, 5 personnes d'aller voter, c'est toujours ça de gagner. En 12 ans, l'abstention aux élections régionales a doublé. Elle risque de battre de nouveaux records en 2004. Pour faire baisser ce taux, certains misent sur les jeunes. À Méry-sur-Oise, ce jeu de cartes sur la citoyenneté sera offert à tous les enfants qui accompagneront leurs parents au bureau de vote. Et pour que les électeurs n'aient aucune excuse, les modalités du vote par procuration ont été simplifiées. Mais il y a au moins un endroit en France où les élections sont prises au sérieux. Albert dans la Somme, un bourg champion du civisme. À chaque scrutin, plus de 80% de votants qui font la leçon aux abstentionnistes. Après, ils viennent se plaindre. On va se plaindre alors dans ce cas-là qu'on ne va pas voter. Fallait se plaindre. Et vous avez toujours voté? J'ai toujours voté. Selon certains sondages, plus de la moitié des électeurs ne s'intéressent pas encore au scrutin de dimanche. Il leur reste 3 jours pour se faire une opinion avant d'aller voter. Voter est un devoir civique, on ne le rappellera jamais assez. Justice, c'est l'heure du réquisitoire au procès de Bertrand Cantat à Vilnius. Le procureur a demandé une peine de 9 années de prison contre le chanteur. Sur place, Dominique Verdaillan, Abdelzouyesh. Nous sommes amputés de Marie pour toujours. Je ne crois pas au regret de Bertrand Cantat. Retenant sa colère, Nadine Trintignant assène son propre réquisitoire. Celui du procureur, elle le juge trop faible. Le réquisitoire que j'attends, c'est 15 ans. Ma fille est morte, c'est pas dur ça? Pardon. Quelques minutes plus tôt, le procureur avait égrené les circonstances aggravantes qu'il retient contre l'accusé. Il a provoqué le conflit, il était conscient des gestes, il n'a pas porté secours. Seule circonstance atténuante, il regrette son acte. 9 ans requis. Bertrand Cantat accuse le coup, les visages de sa femme et de son père se ferment. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui avec un dossier? Alors, je n'ai pas de réaction, je n'ai rien à dire. Cet après-midi, les avocats de Bertrand Cantat ont demandé la requalification des faits en homicide par imprudence. Demande qui choque les proches de Marie Trintignant. Je crois qu'ils se trompent jusqu'à nos intentions et jusqu'à nos sentiments. Nous n'avons pas de haine, nous avons une responsabilité. Ce serait bien qu'il en ait une aussi. Voilà. Lundi, Bertrand Cantat pourra s'exprimer à nouveau. Ensuite, les 3 juges entreront en délibéré. Impossible de dire quand le verdict sera rendu. Les familles Cantat et Trintignant sont donc condamnées à une longue attente. Justice encore avec cette information qui a semé le trouble, le mot est faible, en plein procès Dutroux. Une clé de menottes a été découverte dans un paquet de sel placé à la portée du pédophile dans sa prison. A priori, elle ne correspond pas aux menottes qu'il porte, mais l'enquête suit son cours. C'est en tout cas un nouveau dysfonctionnement du système judiciaire et pénitentiaire. On se souvient qu'au premier jour du procès, le fourgon qui ramenait Dutroux dans sa cellule avait démarré avec une porte arrière mal fermée.
Le Kosovo, c'est un retour 4 ans en arrière. La région replonge dans les affrontements, Albanais contre Serbes, Serbes contre Albanais. Regardez d'abord la carte, cette province du sud de la Serbie, grande comme 2 départements français, est peuplée d'1,8 million Albanais pour 80 000 Serbes. L'OTAN était intervenue en 1999 pour mettre fin à la guerre. Depuis, la région est administrée par l'ONU. Elle est divisée en 4 parties. Celle du nord est sous le contrôle des soldats français. C'est là qu'ont éclaté les troubles hier. Ils se sont poursuivis aujourd'hui. On compte 22 morts. Samassoula. Face à face entre Albanais et soldats de la KFOR. Les lanceurs de pierre veulent franchir le barrage pour accéder à un petit village serbe dans ses environs de Pristina. Les soldats de la KFOR utilisent des balles en caoutchouc et des bombes lacrymogènes pour empêcher les 2 communautés de s'affronter. 24 heures que les violences entre Serbes et Albanais ont repris à travers le Kosovo. Au moins 22 morts, 500 blessés. Ces scènes se répètent à travers toute la province placée sous contrôle de l'ONU depuis 1999. Comme ici, dans les rues de Mitrovica, la grande ville du Nord où se trouve la plus importante communauté serbe. Dans les heurts, 12 soldats français ont été blessés. La brigade française qui contrôle la zone ne s'attendait pas à ce brusque regain de violence. Pour nous, la situation paraissait relativement stable puisque nous enregistrions un certain nombre de signes très favorables à la reprise. Et ça s'est enflammé suite à un certain nombre d'incidents qui se sont passés tout à travers du Kosovo, et en particulier dans notre zone. À l'origine de la colère des Albanais qui ont brûlé des maisons serbes, une rumeur non vérifiée. Des Serbes auraient poussé à l'eau 3 enfants albanais morts noyés. Depuis, c'est l'escalade. La nuit dernière, Belgrade, la capitale serbe, s'est embrasée. La mosquée du centre-ville incendiée. Les Serbes appellent à la vengeance. Nous sommes là pour nous défendre. Nous allons voir comment. Il semblerait que l'on doive utiliser à nouveau nos fusils. Le Premier ministre serbe qualifie aujourd'hui ces violences de nettoyage ethnique anti-serbe. L'OTAN prévoit de déployer jusqu'à 2000 soldats supplémentaires pour rétablir l'ordre au Kosovo. En Irak, les attentats reprennent de plus belle à 3 jours du premier anniversaire de l'entrée des troupes américaines dans le pays. Image saisissante d'abord, vous le voyez, de l'attentat d'hier à Bagdad. Le bilan, lui, a été revu à la baisse. Il y aurait 7 morts et les Américains l'attribuent à Al-Qaïda. D'autres explosions ont été observées aujourd'hui, à Bassora notamment, 3 tués et 3 blessés. Et ce soir, on indique que des déflagrations ont également été entendues dans la capitale à nouveau, aux abords de 2 hôtels. Un an après, la situation n'est donc pas stabilisée. L'Irak est plongé dans une profonde incertitude sur son avenir. C'est ce que montre ce reportage de nos envoyés spéciaux sur la police irakienne formée par les Américains. Stéphane Bretner, Jean-François Renaud. 3 rangées de murs au milieu du quartier, un bâtiment tout neuf et qui n'a rien à voir avec une rénovation. Il y a 3 mois, une voiture piégée a détruit la moitié du commissariat et les 2 maisons d'en face. 20 morts, 12 blessés. Tous les policiers qui ont vécu l'attentat ont voulu réintégrer ces murs. On y pense aux attaques, mais avec ces murs, je me sens protégé. La seule chose qui m'inquiète, c'est un obus de mortier venu de loin. De toute façon, aujourd'hui, celui qui s'engage dans la police doit avoir une âme de guerrier, car il doit se préparer à mourir. Premier checkpoint de la journée, l'activité principale de la police irakienne. Tous ces hommes ont été recrutés sous le contrôle de l'armée américaine, avec un objectif, débusquer les terroristes et rechercher des armes. Dans la voiture de cet homme, des plaques d'immatriculation suspectes et un revolver. Ça discute ferme. Les papiers sont en règle. Il pourra repartir, mais sans son arme. Bien sûr, un barrage, c'est plus dissuasif que répressif, mais ça montre aux terroristes qu'on est là. Je regrette seulement que les Américains ne nous donnent pas plus de moyens. Comme tous ses collègues, Feras Kadem se sent impuissant pour riposter aux attaques. Les Kalachnikovs ont été fournis par les Américains avec un chargeur limité à 20 balles. Regardez ces armes que nous avons saisies. Double chargeur. Contre ça, on n'a aucune chance. Ils sont près de 40 000 policiers à Bagdad, mais c'est loin d'être suffisant dans une ville que les Américains ne contrôlent plus directement. Beaucoup ont peur de devenir policiers puisque nous sommes des cibles. Ensuite, on nous identifie comme des collaborateurs des Américains. Ça ira mieux quand ils ne seront plus là. Même si les attaques contre les policiers irakiens ont nettement baissé, il y a toujours aussi peu de candidats. L'objectif de l'armée américaine reste malgré tout ambitieux, doubler les effectifs avant la fin de l'année.
Économie, échec des négociations entre la Commission européenne et le géant Microsoft, une condamnation du groupe américain pour abus de position dominante, notamment sur les logiciels et les systèmes d'exploitation, semble donc inéluctable. Ce serait bien sûr un jugement sans précédent. Le malaise des chercheurs français, ils ne désarment pas et estiment qu'ils n'ont pas été entendus par le président de la République qui leur avait adressé une lettre. La journée de mobilisation est maintenue demain, mais dès aujourd'hui, ce sont les chercheurs français aux États-Unis qui sont descendus dans la rue. Sur place, Alain Chalvron, Aaron Diamond. Une rapide photo qui sera tout de suite transmise à Paris. Les chercheurs français de l'Institut national américain de santé de Washington ont tenu ainsi à marquer leur solidarité avec leurs collègues de métropole. Par principe, bien sûr, mais surtout parce qu'ils s'estiment les premiers concernés par les coupes budgétaires. Les réductions du nombre d'emplois en France, c'est nous qui sommes les premiers touchés et c'est nous qui cherchons à avoir ces emplois. Moi, ça fait 7 ans que je suis là. J'étais venu pour 2 ans, après 3 ans, après 4 ou 5 ans. Maintenant, ça fait 7 ans. Et je commence à me demander si je ne vais pas rester aux États-Unis parce que je n'ai pas la possibilité de revenir pour l'instant. On a fait nos preuves plus que de raison et que je ne sais pas ce que la France attend pour oser nous faire revenir. Et si elle n'ose pas pour nous, au moins qu'elle ose pour la France. Je pense qu'on est plusieurs ici à s'être présentés au concours d'entrée du CNRS, de l'INSERM, plusieurs années de suite. Et ça passe pas, quoi. Le paradoxe, c'est que ces chercheurs expatriés font figure de privilégiés relativement bien payés, alors qu'ils se vivent comme des exilés. Cette pétition qu'ils signent et qu'ils destinent au gouvernement, c'est une façon de dire « on existe ». Et des rassemblements de ce genre ont eu lieu dans plusieurs grandes villes américaines. Économie encore dans un contexte marqué par le chômage, voici le speed networking. En bon français, le rendez-vous express d'embauche. 7 minutes pour convaincre, c'est ainsi qu'on pourrait l'appeler. Et ceux qui l'ont essayé sont plutôt convaincus. Virginie Tumortiki avec Yann Moine. 13 chercheurs d'emploi face à 13 chasseurs de tête. Ils ont 7 minutes pour se séduire. Je vous écoute. Évidemment, je suis financier, essentiellement spécialisé dans les parties, on va dire, au bilan, gestion de restructuration de dette, gestion de dette, mise en place, négociation, etc. Se vendre efficacement en quelques minutes et 13 fois d'affilée, ce n'est pas un exercice difficile pour ces candidats qui sont tous de hauts cadres dirigeants. On a une espèce d'entraînement parce qu'on a l'habitude de se présenter de manière courte et d'améliorer nos présentations d'une fois sur l'autre. Pour ces directeurs généraux, directeurs marketing ou encore DRH, rencontrer 13 agents de recrutement en 2 heures, c'est multiplier ses chances de réussite. L'objectif, eh bien, c'est de faire connaître le réseau, c'est de me faire connaître, puisqu'effectivement, c'est de se montrer. On est dans une situation où on a intérêt à communiquer le plus possible. En face, l'œil averti des chasseurs de tête, tous issus de grands cabinets de recrutement parisiens. Une forme de prise de contact qui est plus intéressante que la candidature spontanée, parce qu'on a, même si le temps est court, on a la possibilité de voir la personne, d'échanger avec elle. C'est un réseau de cadres dirigeants qui a créé le speed networking. 7 minutes d'entretien pour un maximum de contacts. Quand je suis arrivée, j'ai eu plusieurs missions, contacts intéressants, dont avec monsieur, donc à suivre. L'objectif, ne pas se faire oublier par les chasseurs de tête, mais pas de signature de contrat. En 7 minutes, ça ferait pas sérieux. L'ouverture du Salon du Livre, 24e édition, inauguration aujourd'hui par le président Jacques Chirac, une visite brièvement perturbée par un manifestant qui protestait contre le chômage. Cette année, la Chine est à l'honneur, le Salon du Livre, le voici ce manifestant qui a été écarté par les forces de l'ordre. Le Salon du Livre, c'est le rendez-vous du public avec les éditeurs. Parmi les tendances, les biographies et les témoignages, on le vend en poupe. Et les livres s'achètent de plus en plus dans les hypermarchés. Charlotte Millet, Marie Laborie. À l'entrée de l'hypermarché, le rayon livre. Sorti des librairies et des magasins spécialisés, le livre est devenu un produit de consommation courante. En 2003, 22,5% des livres ont été achetés par correspondance ou dans des clubs, 20% dans les grandes surfaces spécialisées et 19% dans les librairies et surtout les hypermarchés où le chiffre ne cesse d'augmenter. Il est vrai qu'on y trouve de plus en plus de choix.
On a entre 10 et 15 000 références en livres et on vend entre 200 et 600 livres par jour avec des ventes plus importantes évidemment sur le week-end. Regardez, consultez, sans qu'on me pose la question aussi, vous cherchez quoi? Certains lisent, mais encore trop peu de Français achètent. En 2003, un Français sur deux n'a pas acheté de livres. Les autres en ont pris en moyenne 7, pour un total de 84 €. C'est un tout petit peu mieux qu'en 2002. Paradoxalement, les gros acheteurs fréquentent plutôt les librairies. Ils y apprécient le conseil qu'on leur propose. Très distrayant, prenez celui-là, c'est le Code Da Vinci, c'est vraiment passionnant à lire. Au bout d'un moment, votre libraire vous connaît, il sait quels sont vos goûts. Ils achètent beaucoup de littérature, ils achètent beaucoup de livres d'histoire et aussi des livres d'actualité. Si la bande dessinée reste le leader incontesté dans l'édition, la tendance est actuellement aux livres pratiques, aux documents, aux témoignages, alors que les romans connaissent une petite baisse. La rubrique santé avec cette maladie de plus en plus souvent détectée chez les enfants, l'hyperactivité. Près de 200 000 cas seraient recensés en France. Difficulté à se concentrer, à dormir, parfois à étudier. Les garçons sont les premiers touchés, mais les traitements progressent. José Blanc-Lapierre, Nathalie Gallet. L'envie de bouger chez Romain, c'est une maladie. Intenable à table, terreur des enseignants, il arrive même à gâcher les vacances. Ton médicament, ça va te calmer 5 minutes. Et pour l'apaiser, sa maman a enfin trouvé un médicament. 2 comprimés par jour qui ont permis à Romain de remonter ses notes et de renouer avec les autres. Ça m'a fait sourire, c'est quand je n'avais pas du tout aucun copain et que je me faisais rejeter par tout le monde. Je pouvais presque jamais regarder la télé parce que j'étais tout le temps punie à cause de mes bêtises. Pour comprendre l'agitation de son fils, sa maman l'a confié à une équipe médicale spécialisée. Ici, à Robert Debré, psychologues et orthophonistes ont dressé le bilan complet de ses capacités. Concentration, anticipation, mais aussi anxiété. Car les enfants hyperactifs finissent par perdre confiance en eux. Après la consultation avec le pédopsychiatre, le diagnostic va pouvoir être posé. Il va permettre des solutions. Le traitement principal est médicamenteux et on connaît la Ritaline qui est un produit décrié mais qui néanmoins est très efficace et bien toléré chez l'enfant à partir de l'âge de 7 ans lorsque le diagnostic d'hyperactivité est posé. Un traitement décrié car la Ritaline est un dérivé des amphétamines. Mais pour la maman de Romain, un soulagement. Après de longues années passées dans l'errance d'un diagnostic. Se dire qu'on n'est pas coupable et que l'enfant va pouvoir enfin réussir à sa vie sociale, sa vie scolaire. Moi je trouve que c'est important, quoi. Et faire comprendre aux autres familles que si son fils, s'il est comme ça, c'est pas de sa faute, qu'il souffre énormément, qu'il aimerait bien être invité aux anniversaires. Romain devra suivre son traitement pendant au moins 2 ans. Il devrait l'aider à se construire et à canaliser son énergie, car un tiers des enfants hyperactifs le sont toujours à l'âge adulte. Les sciences, avec ce soir les richesses de l'Antarctique. Pour les chercheurs, le pôle Sud contiendrait des trésors biologiques qui pourraient faire avancer la recherche et la médecine à grands pas. Problème, l'exploitation éventuelle de ces ressources est difficilement compatible avec la protection de la région. Florence Mavic, Jean-Paul Chausset. L'Antarctique, une terre extrême où le thermomètre plonge jusqu'à moins 80 degrés. Et pourtant, la vie s'y épanouit. Les scientifiques y ont même fait une découverte étonnante. Tout un monde de bactéries prospère sous la glace. Tout un univers de protéines, véritable trésor biologique, colonise l'organisme des animaux de l'Antarctique. Par exemple chez le manchot. Pour nourrir son petit, il stocke pendant des jours dans son estomac le poisson pêché. En cherchant à comprendre pourquoi ce poisson ne se décompose pas, une équipe de chercheurs français a par hasard identifié dans l'estomac du manchot une protéine antimicrobienne. Et elle a songé à une éventuelle application médicale chez l'homme. À partir du moment où on trouve une substance antimicrobienne, on essaie de voir si elle agit sur des champignons, des bactéries que l'on trouve en milieu hospitalier. Substance très efficace sur un type de champignon responsable de maladies nosocomiales, cet agent antimicrobien détruit le mécanisme de reproduction du champignon. Ces micro-organismes venus du froid pourraient donc servir dans le futur à élaborer de nouvelles générations de médicaments ou de composants industriels. Mais à qui appartient ce filon biologique?
En principe à personne. L'Antarctique est protégée par un statut international. Seule la recherche pure est autorisée. Mais les textes restent vagues sur l'exploitation des ressources génétiques du continent. Le souci, ce n'est pas de s'opposer à une exploitation commerciale, c'est de lui trouver un fondement juridique, certes, éthique, une légitimité internationale. Un vide juridique existe dans lequel s'engouffrent les géants de la pharmacie et de l'industrie, aiguillonnés par la promesse de milliards de dollars de retombées commerciales. Deux images de football avant de revenir à l'actualité de cette soirée. D'abord la surprise, mauvaise surprise pour Monaco, éliminé de la Coupe de France par Châteauroux. But signé Sidibé, ironie du sort, Sidibé est un joueur monégasque, il a été prêté à Châteauroux en cours de saison. Et puis l'échec d'une autre équipe phare, le Real Madrid, qui a perdu en finale de la Coupe d'Espagne. Là-bas on dit la Coupe du Roi, défaite face à Saragosse, 3-2 après prolongation. Zidane et Bécane n'ont rien pu faire. Voilà, nous revenons maintenant sur cette information qui nous est donc parvenue en fin d'après-midi. La traque des chefs d'Al-Qaïda semble s'accélérer. Les forces pakistanaises pensent avoir encerclé une cible de grande valeur, pour reprendre leur expression. Et d'après les autorités pakistanaises, il pourrait s'agir du numéro 2 d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Claude Sampère. Ayman al-Zawahiri est le numéro 2 d'Al-Qaïda, un des hommes les plus proches d'Oussama Ben Laden. Selon des responsables pakistanais, il sera à l'heure actuelle encerclé par l'armée pakistanaise dans une zone tribale, le Waziristan proche de l'Afghanistan. Sur CNN, le président pakistanais Pervez Musharraf parle d'une cible de très haut niveau encerclée. Mais il ne précise pas s'il s'agit d'Oussama Ben Laden ou de son bras droit, al-Zawahiri. Selon le président pakistanais, la forte résistance dans la zone prouve en tout cas qu'il s'agit d'une cible de très haut niveau. Cela fait plus de 2 semaines que l'armée pakistanaise a lancé une grande opération militaire dans la zone contre les combattants d'Al-Qaïda. Une opération qui a déjà fait plusieurs dizaines de victimes. Cette nouvelle, si elle se confirme, tombe en tout cas à pic pour les États-Unis. Elle arrive quelques heures après la visite de Colin Powell au Pakistan. Le ministre des Affaires étrangères américain était venu féliciter le président pakistanais de ses efforts dans la lutte contre Al-Qaïda. À l'heure actuelle, les combats sont toujours en cours. Un détour par Washington où nous retrouvons Alain de Chalvron. Les autorités américaines restent discrètes, très prudentes en tout cas, Alain. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune confirmation officielle, ni à la Maison-Blanche, ni au département d'État, ni au département de la Défense. Alors, essayons de voir un petit peu ce qui est certain et ce qui ne l'est pas. Ce qui est certain, c'est que le président pakistanais a bien dit que son armée était en train d'encercler un haut personnage, un haut responsable d'Al-Qaïda. Ce qui est certain aussi, apparemment, c'est que ce ne soit pas Ben Laden, mais très vraisemblablement, on le donne de moins en moins au conditionnel, très probablement, donc le numéro 2, al-Zawahiri. Ce qui est certain également, c'est qu'il y a de forts combats depuis 2 jours dans cette région frontalière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Alors maintenant, une des grosses questions est est-ce que ce personnage, peut-être Zawahiri donc, a-t-il encore une possibilité de s'échapper ou est-il vraiment pris au piège? On a vu déjà dans le passé, dans la campagne dans les montagnes d'Afghanistan, que des situations désespérées, finalement, des gens connaissant très bien le terrain pouvaient s'en échapper. Merci Alain pour ces dernières précisions. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, question ouverte. Olivier Mazerolle reçoit le porte-parole de l'UMP, François Barouin, à 3 jours des élections régionales. La météo, Nathalie Riouet. Point route, Valérie Maurice. 21h, envoyé spécial, Guylaine Chenu et François Joly qui reviennent notamment sur les attentats de Madrid. 23h, campus. L'intelligence est-elle en danger? Guillaume Durand reçoit notamment le généticien Axel Kahn. 1h moins le quart, dernier journal. Ève Mettet, dès 6h30, Télématin. Demain à 13h, Daniel Bilalian. Et ce week-end, vous retrouvez Béatrice Schoenberg. On se quitte sur ces images de la retraite d'un Concorde. Contrairement à ses apparences, celui-là ne vole pas. Il est transporté sur le toit d'un musée allemand pour exposition. À lundi.